Bonjour à tous, bienvenue sur ce traditionnel webinaire du vendredi chez Sony. Voilà, depuis maintenant quelques semaines déjà, on a travaillé sur beaucoup de sujets. Le sujet de ce matin, sur la demi-heure, trois quarts d'heure qu'on va passer ensemble, c'est un sujet qui nous colle un peu à la peau chez Sony depuis qu'on a créé cette société il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est sur évidemment les marchés obligataires. Donc pour ceux qui nous connaissent bien, alors vous ne serez pas tellement surpris de notre discours en tout cas et des quelques pics qu'on pourra donner. Pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément très bien, accrochez un peu vos ceintures parce que ça risque de bouger un petit peu fort et en tout cas, ce ne sera pas toujours très politiquement correct et on va essayer de vous dire des choses que, à la fois que vous n'entendrez pas forcément et en tout cas essayer de sortir surtout des sentiers battus sur cette classe d'actifs sur lequel on entend quand même beaucoup d'âneries, sur lequel tout le monde veut donner son avis, mais sur lequel forcément tout le monde n'a pas forcément la compétence nécessaire pour donner un avis éclairé. Voilà. Et en plus, bien évidemment, chacun essaye de défendre en partie sa paroisse. Et donc, on va essayer, nous, d'être le plus pragmatique possible avec Blaise qui va m'accompagner ce matin, pour essayer de vous figer quelques idées très fortes et essayer de balayer d'un revers de main tout un tas de raccourcis de langage qu'on peut entendre très souvent, parce que cette classe d'actifs, elle se prête très facilement à des raccourcis de langage, parce que c'est la plus grande classe d'actifs du monde, on y reviendra, parce qu'elle est très protéiforme, parce qu'évidemment, en fonction de la taille que vous avez, vous ne pouvez pas travailler de la même manière. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte sur ces marchés obligataires et surtout de faire un peu un point avant l'été, de savoir où on en est, comment ça s'est passé depuis le début de l'année et puis essayer de faire un peu de prospective parce que finalement, c'est ce qu'on cherche à faire pour essayer de voir ce qu'on peut attendre de tout ça au cours des prochains mois et éventuellement des prochaines années. Alors, au programme, ça va être assez basique. On va faire un petit bilan sur ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Surtout, on va s'atteler à essayer de se dire et maintenant, on fait quoi? Parce que ce qui est important, c'est de se dire et d'être le plus pragmatique possible et d'essayer de se projeter sur dire voilà, où on en est aujourd'hui et a fortiori de là où on en est, où est-ce qu'on a envie d'aller. On rappellera aussi quelques messages importants parce que sur les obliges, je pense qu'il faut répéter les choses pour qu'à un moment donné, elles rentrent dans la tête des gens parce que le monde obligataire a aussi beaucoup changé et les grands poncifs et les grands oracles qui expliquaient comment fonctionnaient les marchés obligataires il y a 24 ou 36 mois en arrière ont eu la tête qui a dû un peu bouillir parce que globalement, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué et donc on les a fait aussi évoluer chez Sony et c'est tout l'intérêt aussi de ce type d'intervention qui nous permettent de repositionner ce qu'on a fait et comment on a travaillé. Et puis notre positionnement avant l'été, évidemment, c'est important parce qu'on vous dira un petit peu ce qu'on peut imaginer de faire. Donc voilà un peu le programme. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a un onglet questions sur le côté sur lequel n'hésitez pas. On essaiera de les traiter tout au cours de la présentation avec Blaise. Voilà, et si on n'arrive pas à les traiter, évidemment, on reviendra vers vous à un autre moment. Alors, quel est le bilan aujourd'hui de notre gestion? Donc, il y a deux fonds obligataires que vous connaissez bien, un qui s'appelle Sony Euro Stratégique, qui est notre vaisseau amiral, et le deuxième, alors, qui s'appelle Sony Euro Crédit Opportunité. Pour ceux qui seraient passés au travers de l'information, c'est l'ancien Sony Euro Stratégique Plus. Donc ça, c'est un élément assez nouveau aussi pour nous. Donc, on a changé le nom du fonds, parce que c'est pas tout de dire l'univers dans lequel on est, on a changé et finalement on fait comme avant. C'est un discours qui paraît un peu crédible en tout cas, que certains tiennent d'ailleurs, mais qui me semble assez peu opportun. Donc on a changé le nom de Sony Euro Stratégique Plus, on l'a appelé Sony Euro Crédit Opportunité. Alors pourquoi on a changé ce nom-là? Pour coller plus à la réalité du marché aujourd'hui. Globalement, pourquoi il y avait un euro stratégique, pourquoi il y avait un euro stratégique plus? Ce qui est assez basique, c'est qu'en fait, on disait sur Euro Stratégique Plus, ce qu'on va faire de plus que sur Euro Stratégique, c'est qu'on va acheter des obligations sur des durées un peu plus longues. Et donc, en allongeant la durée de vie moyenne des obliges qu'on va porter en portefeuille, on aura plus de rémunération, certes un peu plus de risques, mais in fine, le couple risque-rentabilité sera un peu supérieur à ce qu'on a sur Euro Stratégique, qui se voulait et qui se veut d'ailleurs toujours un vrai relais au fond en euros, plus un fonds ceinture et bretelles. Et voilà ce qu'on racontait comme histoire. Sauf qu'aujourd'hui, la première problématique qui se pose à nous, c'est que la duration ne paye plus. C'est-à-dire que s'exposer sur des durées plus longues apporte un surcroît de rémunération qui ne nous semble pas assez important versus le risque pris en termes de durée. Et donc, de fait, si la durée n'est plus l'élément déclencheur de différenciation entre les deux fonds, évidemment, il faut qu'on change de nom du fonds parce qu'on ne va plus travailler de la même manière. Et donc, Euro Crédit Opportunité, on va y revenir tout à l'heure, comme son nom l'indique, c'est un fonds avec des obliges en euros, donc sur du crédit, et plus un fonds opportuniste sur lequel on aura plus entre guillemets, de mouvement, on aura plus de flexibilité, on fera plus de choses un petit peu différentes que notre univers de portage pragmatique qu'on avait développé depuis maintenant plus de 10 ans sur Euro Stratégique. Donc, ce premier changement en termes de nom, qui peut paraître juste un changement marketing ou un changement de façade, ça répond véritablement à un changement profond de l'univers obligataire dans lequel on vit aujourd'hui.
Alors, pour revenir sur quelques éléments de performance avant de rentrer dans le détail de ce qu'on a fait. Alors, en 2020, bon, même si c'est loin maintenant, voilà, les fonds ont plutôt bien résisté. On fait 0 sur euro stratégique, plus 0,5 sur euro crédit opportunité. On reparlera de la vol de 2020 si vous le souhaitez tout à l'heure, parce qu'il s'est passé quand même des choses en termes de volatilité qui n'étaient pas envisageables pour des fonds de cette nature-là. Mais peu importe, on y reviendra si vous le souhaitez. Depuis 21, ça se passe très bien. Sur euro stratégique, on est à plus de 10. Sur euro crédit opportunité, on est à plus 3,60. Donc sur un an, on a bien travaillé. Dans les classements, qui est une classe d'actifs, dans les classements Cantalis, cette classe d'actifs, elle est très large. Il y a à peu près 300, plus de 300 fonds. Vous voyez que ça s'est plutôt bien passé. Et pourquoi ça s'est plutôt bien passé? Parce que assez rapidement, au pic de la crise l'année dernière, on a eu une bonne visibilité de comment les choses pouvaient évoluer. On avait largement anticipé cette intervention des banques centrales à un moment donné. Et donc, on en a largement profité, puisque évidemment, on a remis une dose de risque assez forte au moment où les banques centrales sont intervenues, ce qui nous a permis de faire un rebond assez violent, on le verra tout à l'heure, avec des performances plutôt très bonnes, qui ont continué cette année, parce qu'on est toujours dans la même dynamique en termes de prise de risque, donc ça fonctionne assez bien. Alors, première chose, c'est vrai que vous avez beaucoup entendu depuis le début de l'année des gens qui vous disent « il ne faut pas faire d'oblig, hein, vraiment, arrêtez de faire ça, il n'y a pas de taux, il n'y a que du risque, et tatati, et tatata ». Bon, première chose, les performances en question aujourd'hui démontrent un peu le contraire. Deuxième chose, il nous semble qu'un des dangers de nos métiers aujourd'hui, c'est d'opposer les classes d'actifs entre elles. Ça n'a aucun sens aujourd'hui, a fortiori quand on parle à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, d'opposer les actions, l'immobilier, les obligations. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ces grands oracles qui, chaque début d'année, vous expliquent ce qu'il faut faire, vous donnent leurs grandes tendances macro et patati et patata. La première chose, c'est que des clients en phase 2, ils n'en voient jamais. Donc, bien évidemment, d'essayer de comprendre une problématique client quand on ne sait pas ce qu'ils veulent, quand on ne les a jamais entendus et qu'on n'a jamais travaillé avec eux, ça paraît un peu compliqué. Donc, ces grands poncifs, c'est super, sauf qu'au bout du compte, il y a des clients qui vont largement se satisfaire d'avoir des niveaux de performance entre 2,50 et 3,50 net annualisés sur des durées de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, ces clients-là, on peut faire des trésors d'imagination pour essayer de leur faire autre chose. Ils seront ravis d'avoir cet univers de performance-là. Donc, le premier point important, c'est qu'aujourd'hui, quand on vient sur la classe d'actifs obligataires, on vient chercher un univers de performance qui se situe entre ces 2 et 4% historiques net de frais, qui va convenir à beaucoup de clients, qui peut convenir aussi à de la gestion de trésorerie stable d'entreprise pour des personnes morales. Donc, aujourd'hui, cette classe d'actifs obligataires, elle a encore beaucoup de vertus. Ça reste encore aujourd'hui la plus grande classe d'actifs du monde, hein, parce que pour ceux qui auraient oublié ces quelques points de repère, les obliques dans le monde aujourd'hui, c'est 250 000 milliards de dollars. Donc, j'aime bien répéter ce chiffre très souvent parce que dans l'inconscient collectif, on n'a pas forcément cette visibilité de la taille de ce marché. Pour vous donner un autre repère sur un marché que vous connaissez peut-être mieux, qui est le marché des actions. Le marché des actions aujourd'hui dans le monde, c'est 80 000 milliards de dollars. Donc, le marché du crédit, c'est 3 fois plus gros que le marché des actions. Donc, c'est un révélateur qui est très important. Et puis, au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi sur le marché du crédit, c'est que, évidemment, il est totalement coupé en deux aujourd'hui, hein. La dette souveraine d'un côté et la dette privée de l'autre. Et sur la partie dette privée, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que depuis 2008, c'est devenu la première source de financement des entreprises dans le monde. Donc, quand on vous rabâche aussi le fait de dire on cherche à se reconnecter à l'économie réelle, à donner du sens à son investissement, là, on est dans la vraie économie réelle quand on parle du crédit, quand on parle des entreprises qui émettent des emprunts. Donc, voilà, une introduction un peu longue, je suis désolé, mais ça me semble important de repositionner un petit peu tout cela parce que parfois, on a tendance à oublier et puis après, finalement, quand c'est le dernier qui a parlé qui a raison, c'est toujours un peu embêtant. Donc, voilà un petit peu le positionnement de là où on en est aujourd'hui. Alors, je rajouterai, bon, je le dirai tout à l'heure, je voulais rajouter un élément, mais je le ferai sur une slide ultérieure. Vas-y, Blaise, n'hésite pas à me couper parce que tu connais mon niveau de débit et de bavardage et je peux… Non, je voulais juste revenir de 2 secondes sur la slide précédente et rappeler quelque chose qui est important. C'est vrai que Jacques Cana, qui est le directeur de la gestion, qui gère le fonds Euro Stratégie, comme vous le savez tous, est un ancien gérant de fonds en euros. En tant qu'ancien gérant de fonds en euros, il ne gère pas un fonds comme Euro Stratégique avec en ligne de mire le mark-to-market, la valeur liquidative au quotidien. Et c'est vrai que l'illustration de la performance 2020 est tout simplement la continuité de ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que un fonds comme Euro Stratégique peut bien évidemment subir un drawdown, mais avec cette logique de portage qui est une gestion avec un côté relativement passif, est une logique de gestion qui vous permet d'avoir une visibilité sur votre recovery. Et dans une année de signes noirs comme l'année dernière, c'est exactement ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que de façon mécanique, on a un portefeuille qui remonte. On reviendra sur les émetteurs, surtout dans la mesure où on a un portefeuille qui est extrêmement diversifié en termes de risque émetteur. Donc voilà, c'est vraiment le rappel de ce qui s'est déjà produit par le passé,
qui pourra se reproduire. Le calibrage du risque d'un portefeuille comme Eurostratégique est toujours opéré de telle sorte que si à un moment donné, on prend un signe noir et qu'on subit un drawdown, tout ça se retrouve compensé au travers d'un an de taux actuariel. C'est le calibrage permanent du risque du portefeuille. Tu as bien fait de préciser tout cela. Alors, pour revenir sur ce qui ont été les moteurs de performance sur ces deux fonds-là, évidemment, le choix de faire du high yield, ça a été, enfin du haut rendement, ça a été un vrai choix très positif. Alors, on n'a pas parlé de l'équipe, mais c'est vrai que Blaise disait que Jacques, évidemment, c'est toujours le patron de la gestion chez nous, comme cette particularité d'avoir un ancien gérant de fonds en euros aux manettes de la gestion chez Sony, avec un garçon qui s'appelle Kevin Gamero, qui a apporté depuis maintenant un certain nombre d'années aussi beaucoup de son savoir-faire. Aujourd'hui, c'est pareil, le marché du high yield, c'est un marché qui a beaucoup évolué depuis 2008. Globalement, 2008, c'est la préhistoire pour le high yield. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du high yield n'est pas du tout structuré de la même manière en termes de volume. Le marché du high yield d'avant 2008, ça s'appelait des junk bonds, c'était des obligations pourries. Aujourd'hui, quand je vous donnerai des exemples tout à l'heure de sociétés qui sont dans le segment du high yield, vous verrez que c'est quand même pas si mal. Et on a un niveau de visibilité qui peut être parfois très très bon. Et ce sont des sociétés qui ont encore un peu de rendement, et tant mieux, parce que c'est aussi grâce à ça, et c'est aussi une forme de protection contre la hausse des taux. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a profité aussi du resserrement des spreads de crédit, parce que ça, c'est un moteur qui a été important à la fois depuis la crise de 2020 et depuis le début de l'année. Aujourd'hui, globalement, pour gagner de l'argent sur les obligues, et on fera la même chose pour savoir comment on peut en perdre, il y a deux moteurs. Il y a un moteur de taux, parce qu'évidemment, pour ceux qui auraient oublié, une obligue, ça reste basique. C'est contractuel, donc c'est un contrat, une durée, un taux, quel que soit l'obligue que vous achetez. Donc c'est un bon niveau de visibilité et relativement fort. Donc on a la possibilité de gagner de l'argent avec du coupon ou avec, quand les taux baissent, un resserrement des spreads de crédit qui nous permet de gagner aussi du capital. Donc c'est et du coupon et du capital. Historiquement, c'est vrai que chez Sony, on avait plutôt travaillé sur le coupon, avec la stratégie de portage que Blaise évoquait à juste titre tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plus un mix entre les deux. Et d'ailleurs, sur le niveau de performance qu'on a eu l'année dernière et aussi depuis le début de l'année, le niveau de performance, il est mixé entre à la fois du coupon et du gain en capital. Parce qu'aujourd'hui, il faut profiter aussi de ces éléments de marché parce que, à force de dire que les banques centrales injectent des flux dans tous les sens, il faut aussi savoir en profiter. Savoir en profiter, c'est pouvoir anticiper ces resserrements de spread pour avoir du gain en capital, ce qu'on a plutôt très bien fait. Et puis après, c'est devenu chez Sony un vrai exercice, mais que Jacques et Kevin faisaient déjà depuis toujours, c'est-à-dire d'aller chercher, donc le bond picking, c'est d'aller chercher des dossiers bien spécifiques avec une analyse crédit qui est très pointue. Et aujourd'hui, c'était déjà un marché de spécialistes. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, si on ne connaît pas bien les émetteurs, les contrats obligataires, toute la partie juridique qui est autour, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et donc, on a été très puissant sur cette partie-là, sur ces dossiers en recovery. Et ça a plutôt très bien fonctionné. Alors, pour aller un peu plus loin, on en est un peu où aujourd'hui? Alors, ça vous aura pas échappé, bien évidemment, que la déconnexion, elle est totale entre ce que nous on appelle l'économie du quotidien ou l'économie réelle, chacun appelle comme il veut, et l'économie des marchés financiers. Si toutefois il y avait besoin de redémontrer, on n'y passera pas une heure, mais je comprends que pour les clients particuliers, cette déconnexion, elle soit dure à comprendre, mais je crois qu'il ne faut pas surtout chercher à l'expliquer forcément. C'est-à-dire que c'est deux mondes radicalement différents. Oui, il y a d'un côté les restaurateurs qui peuvent être à la peine pour certains, certaines boutiques, certains business models, certains métiers du quotidien qui peuvent être un peu impactés et qui ont été un peu impactés par ce qui s'est passé. En revanche, sur les marchés financiers, la manière de voir les choses est radicalement différente. Et donc, c'est vrai que pour un client particulier, c'est un peu plus compliqué. Ça génère évidemment un peu de perplexité parce qu'on se dit, dans tout ça, ça veut dire une fois de plus que la réalité est très loin de ce qu'on peut voir. Donc, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est que évidemment, il faut se poser des questions. Je pense que c'est un élément qui est central et c'est votre métier de vous poser des questions. C'est notre métier de nous poser des questions. En revanche, je pense que le danger majeur aujourd'hui, c'est de vouloir absolument jouer à se faire peur. Et ça sert à rien. C'est-à-dire que se poser des questions, essayer de comprendre, c'est un vrai sujet. Jouer absolument à se faire peur avec des sujets ou des notions très complexes. On reparlera un peu d'inflation tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose, à la fois au débat et surtout à la réalité des clients in fine en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut être un peu alertant, faire attention à tout ça parce que jouer à se faire peur, ça ne sert à rien. C'est très français, mais au bout du compte, ça n'apporte pas de visibilité sur la stratégie qu'on a pu bâtir d'un point de vue financier ou d'un point de vue patrimonial. Alors après, justement, quelle stratégie on doit bâtir et quelle solution on doit privilégier, en fonction des clients, bien évidemment, les choses vont varier, mais ça, c'est votre métier au quotidien. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout ça pour replacer cette classe d'actifs obligataires au centre de l'échiquier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement,
tout le monde détient des obliges. Alors, tout le monde vous dit qu'il ne faut pas en avoir, mais tout le monde en détient, que ce soit dans son fonds en euros, que ce soit dans certains fonds diversifiés, enfin, peu importe. Mais tout le monde détient cette classe d'actifs obligataires qui est la plus grande du monde. Donc, dire je ne veux pas d'obliges parce que ceci, parce que cela, si on pense vraiment qu'il ne faut pas acheter d'obliges, qu'il ne faut pas en avoir parce qu'on pense que ça va être la fin du monde, que les taux vont monter, que ça va être la bérésina pour les porteurs obligataires, la première chose qu'il faut faire, c'est de dire aux clients, mais sortez des fonds en euros parce que vous allez mourir. Parce que des fonds en euros gavés d'emprunts d'État avec des niveaux de rémunération autour de zéro, si les taux montent, vous êtes mort. Ah oui, mais vous comprenez les assureurs, patati patata. Donc, ce qu'il faut, c'est être le plus pragmatique possible et se dire qu'aujourd'hui, cette classe d'actifs obligataires, elle peut avoir du sens, elle répond à des besoins de clients et c'est ça le plus important. Et au bout du compte, l'opposer avec d'autres classes d'actifs, ça n'a évidemment aucun sens. Hop là, je suis allé un peu trop vite. Alors bon, on va pas passer une heure sur ce qui va se passer sur le monde d'après. Il y a des craintes évidemment probablement un peu exacerbées, ce qu'on vous disait tout à l'heure sur la hausse des taux, sur l'inflation, sur la valorisation de certains secteurs. On reviendra tout à l'heure sur un point précis qui est la hausse des taux, parce que c'est un sujet qui est très important et sur lequel vous verrez, j'essaie de vous montrer des choses un petit peu différenciantes de ce que vous avez pu connaître historiquement. Et puis après, il y a aussi des forces de rappel en face des craintes, parce que ça peut pas être un tableau peut pas être que noir, il est souvent un peu gris. Voilà, le rythme de croissance 21, il est quand même très soutenu. On a quand même toujours, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en fasse, un soutien incroyable des banques centrales. C'est ce qui a changé quand même le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui va continuer de le modifier, de le changer pendant longtemps. Il y a beaucoup de cash, voilà, c'est pas une surprise. Alors évidemment, toujours pareil dans l'économie des marchés financiers. On zappe la partie économie du monde réel. Et puis, est-ce qu'il y aura des creux de marché? Est-ce qu'il y aura de la volatilité? Cette réponse à cette question, elle est très facile. La réponse est toujours oui, en fait. Parce que c'est la vie des marchés financiers. Donc la vol, il y en a tout le temps. Voilà, c'est sûr. C'est ce qui fait les marchés financiers. Est-ce qu'elle sera plus importante, moins importante? Évidemment. Personne n'est capable de tenir ce discours parce que ça, de nouveau, c'est un truc de grands oracles et ça sert à rien. En revanche, ce qui est important, c'est que ça permet effectivement, quand il y a un peu de vol, de se repositionner sur des actifs plus risqués. Attention aussi à cette notion de volatilité. On en parlait avant de démarrer ce webinaire. La volatilité sur les obliges est souvent peu comparable avec ce qu'on peut avoir comme volatilité sur les actions. Et donc, essayer de trouver le timing de marché. Autant sur les actions, ok, j'entends cet argument. Autant sur les obliges, de trouver un timing très précis pour rentrer, ça paraît compliqué. Parce que c'est un marché qui évolue un peu différemment du marché des actions et le timing est toujours un peu moins certain. Et surtout, dans nos fonds obligataires, que ce soit Euro Stratégique ou Euro Crédit Opportunité, cette notion de timing, on la pilote nous-mêmes. On verra tout à l'heure la durée de vie des obliges en portefeuille, comment on a travaillé autour de tout ça. Donc, essayer de trouver le timing optimal, honnêtement, c'est une vue de l'esprit sur les marchés obligataires. Donc, on va essayer de vous montrer qu'on peut trouver des choses intéressantes. Alors, hausse des taux, c'est un sujet. Alors, évidemment, aux US, on a vu des taux monter depuis l'année dernière. Alors, on reste dans des niveaux de taux qui restent tout à fait acceptables. On est à 1,60 sur les taux longs US. Bon, on était à des niveaux de taux qui étaient très très bas. On est un peu remonté. C'est un mouvement en cours. Est-ce que ça va exploser ces taux longs? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, on s'aperçoit que le mouvement, finalement, il a été relativement limité. Il y a un petit rebond des taux, mais on verra tout à l'heure comment on doit travailler quand les taux montent. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette hausse de taux? Je vais commencer par la conclusion. Ça serait plutôt une bonne nouvelle si les taux montent. Parce que ça veut dire que la conjoncture s'est améliorée, qu'on a une normalisation des politiques monétaires et qu'au bout du compte, la normalisation passe aussi par l'avancée des campagnes de vaccination et tout ce qui va avec. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, historiquement, un grand pensif, c'est de dire, oui, mais si les taux montent et que vous avez des obliges, vous allez perdre de l'argent. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer sur ce slide. Alors là, pour l'instant, il est un peu tout nu. Vous allez voir qu'il va vite s'éclairer et on va essayer de vous montrer ce qui s'est passé depuis qu'on a créé ce Euro Stratégique, donc en 2011. Parce qu'en fait, les taux, ils n'ont pas monté, cette question de hausse de taux n'ont pas monté que là, dernièrement. Voilà, les taux, depuis 10 ans, il y a eu plusieurs moments où ils ont monté et bien plus fort et bien plus vite que ce qui s'est passé depuis avril de l'année dernière. Donc, on va essayer de les illustrer et de vous montrer en contrepartie ce qui s'est passé quand les taux ont monté et comment on a travaillé sur Euro Stratégique. Alors, la première période, 2013, alors ça peut paraître moins, mais c'était assez violent. Alors avant de rentrer dans l'explication des chiffres, juste vous redonner un chiffre pour ceux qui n'auraient pas ça en tête de façon naturelle. Quand vous avez une obligation, alors on a pris la dette souveraine allemande, quand vous avez une dette souveraine allemande à 10 ans et que les taux montent de 1%, vous perdez de façon mathématique 9% en capital. Donc vous avez 0 de taux, vous passez à 1 parce que les taux ont monté de 1%, vous perdez 9 en capital. Il vous faut 9 ans pour récupérer votre argent, ce qui évidemment est très long et très compliqué. Donc voilà globalement les métriques. Donc, quand on le revoit sur ce premier épisode, donc du 2 mai 2013 au 5 septembre 2013, le 10 ans allemand, il a pris quasi 1%, 0,87. Donc celui qui a du 10 ans allemand à ce moment-là, il perd 6,46%
termes de performance nette. Celui qui a de l'euro stratégique gagne 0,64. Ça, c'est la première période. Deuxième période, de nouveau sur une période très très courte, en 2015, sur une période de 6 semaines, du 20 avril au 10 juin. Le 10 ans allemand, il prend quasi 1%. Donc celui qui a du 10 ans allemand, il perd 8,5. Celui qui a de l'euro stratégique, il perd 0,50. L'étape d'après, sur une période un peu plus longue, on a essayé de mixer des périodes longues, des périodes courtes. 2016-2018, donc septembre 2016, février 2018. Le 10 ans allemand, pareil, il prend quasi 1%. Celui qui a du 10 ans allemand, il perd 6,5. Celui qui a de l'euro stratégique, il gagne 3,70. Sur une période plus proche de nous, fin 19 déjà, les taux avaient monté. Pareil, sur le 10 ans allemand, il avait pris quasi 50 centimes. La performance du 10 ans allemand était de moins de 4,5 et chez nous, on avait gagné 0,7. Et pour finir, hop là, voilà. Hop là, ce qui s'est passé donc là depuis novembre de l'année dernière, une accélération de la hausse des taux américaines et aussi du Bund, où le Bund prend 0,55%, il perd 4,5 et nous on gagne 6,30. Bon, je ne sais pas comment on le dit en fait, ces slides, je l'ai montré à peu près, pour ceux qui nous connaissent, je ne sais pas, 500 fois peut-être. Au bout du compte, on s'aperçoit qu'à chaque fois que les taux ont monté, chez Sony, on a bien travaillé. Pardon, je voulais aller plus vite. Et alors pourquoi on a bien travaillé? Comment on a résisté à la hausse des taux? À partir du moment où dans l'euro stratégique et dans l'euro crédit opportunité, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas de produits à effet de levier, il n'y a pas de produits de couverture, il n'y a rien de ce qui pourrait nous permettre de shorter les taux pour aller chercher effectivement du gain en capital sur cette partie-là. Comment ça marche? C'est toujours la même chose. À partir du moment où on imagine ou on anticipe une hausse de taux. La gestion Sony, elle est assez basique, c'est-à-dire que quand le risque n'est pas rémunéré, on ne prend pas. Et quand on ne prend pas de risque sur un marché obligataire comme le nôtre, de crédit européen, finalement, on réduit la durée de vie des obliges qu'on a en portefeuille. Quand on réduit la durée de vie des obliges, on se rend bien compte qu'on va avoir un manque à gagner en termes de performance et de rémunération. Et c'est un manque à gagner dont on parle, donc c'est très important. Et surtout, donc quand vous avez des obligations en moyenne sur des durées plus courtes, votre portefeuille il tourne plus vite. Et donc, plus vite, vous avez du cash en portefeuille pour réinvestir ce cash. À quel niveau de taux? Sur les niveaux de taux du moment. Et donc, quand les taux montent, bien évidemment, vous réinvestissez votre cash au taux du moment et mécaniquement, vous accompagnez la courbe de la hausse des taux. C'est biblique et c'est d'une simplicité absolue. Voilà. Et donc, à chaque fois, bien évidemment, sur toutes ces périodes de hausse de taux, ce n'est pas une fois, c'est tout le temps. Et même ça a été parfois très violent, on a gagné de l'argent. Parce que ce jouet d'accordéon que l'équipe de gestion chez Sony, l'équipe de gestion obligataire fait en disant finalement, je raccourcis la durée, j'accepte un manque à gagner à court terme, je me redéploie quand les taux sont plus importants. Évidemment que cette hausse des taux, c'est toujours une bonne nouvelle quand on arrive à la piloter de cette manière-là. Et de façon très simple, on n'a rien inventé. Et ça a toujours marché comme ça depuis 2011. On aurait pu faire des graphes bien avant sur cette typologie de gestion. C'est à chaque fois la même chose qui se reproduit. Donc, n'ayez pas peur de la hausse des taux. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie et c'est aussi une nouvelle pour les gérants obligataires qui sont capables d'accompagner cette courbe de hausse des taux pour aller gagner de l'argent même quand les taux montent. Voilà. Et surtout, il faut voir cette stat de façon dynamique et pas en statique parce que finalement, si on la regarde que en statique, déjà on fait une énorme erreur parce que les marchés sont jamais statiques, ça n'existe pas. Donc c'est que en dynamique qu'il faut voir les choses et en dynamique, on montre une fois de plus que ça a très bien fonctionné et donc n'ayez pas peur de cette hausse de taux et quand on vient vous effrayer en disant ouh là là, attention, attention, si les taux montent, vous allez mourir. Non, c'est pas vrai. Voilà, si les taux montent, on meurt pas forcément d'ailleurs. Donc la preuve, par l'exemple, une fois de plus, c'est pas même pas par l'exemple, c'est par les exemples. On peut pas faire mieux là de vous montrer tous ces exemples depuis mars 2011. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire maintenant? Revenir sur quelques points, quelques lignes directrices de notre gestion pour rappeler quand même quelques fondamentaux et le pragmatisme dont on fait preuve chez Sony depuis maintenant toutes ces années. Les lignes directrices, c'est assez basique. Donc nous, on fait que du crédit, donc c'est 100% de crédit émis en euros avec une taille de souche obligataire minimum de 300 millions d'euros. Si un émetteur émet pas à minima 300 millions d'euros, on n'y va pas pour des questions évidentes de liquidité et de taille et évidemment de connaissances et de compétences sur les dossiers parce que finalement, toutes les boîtes qui émettent des emprunts supérieurs à 300 millions d'euros, on les connaît et même vous les connaissez et vos clients les connaissent aussi. Donc ça apporte une visibilité qui est importante et une simplicité en termes d'explication qui est relativement confortable. Maintenant, aujourd'hui, la duration est plutôt très courte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on se dit, si les taux montent et s'il y a un peu de regain de volatilité, d'accepter un manque à gagner à court terme, c'est pas très grave, sachant qu'on profitera de cette duration courte pour se repositionner un peu plus long quand les taux monteront et pour aller gagner un peu plus d'argent et un peu plus de performance. Ça nous a très bien réussi depuis le début de l'année et donc on va continuer cette dynamique sur cette partie-là. On va chercher du rendement, bien évidemment, et on va être plus mobile qu'on ne l'a été par le passé. Parce que le marché a aussi beaucoup changé. Donc, on aura plus de mobilité et on peut imaginer que cette mobilité, si on en tire profit, pourra nous permettre d'aller chercher des niveaux de performance intéressants.
Alors sur Euro Stratégique, aujourd'hui, il y a trois grosses poches. Une poche de portage avec plutôt du high yield, comme Cassido, comme Afflelou, comme Fnac, voilà, des dossiers avec des niveaux de rendement qui nous conviennent parfaitement bien sur des boîtes qu'on connaît très très bien. Une part d'obligations hybrides. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des hybrides parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé chez Sony, qu'on connaît très très bien. Les hybrides, c'est quoi? Ce sont des obligations dont les maisons mères sont investment grade, donc très bien notées, type La Poste, type NL, et qui émettent finalement des obligations hybrides. Pourquoi elles émettent des obligations hybrides et qu'est-ce que c'est? En 2 minutes. Une obligation hybride, c'est une obligation. Alors aujourd'hui, un émetteur qui émet un emprunt, c'est 100%, ça compte dans son bilan 100% comme de la dette. Une obligation hybride, le gros avantage bilanciel pour la société, c'est que c'est 50% de la dette, 50% des fonds propres. Donc, on se rend bien compte intuitivement que d'un point de vue bilanciel, ça permet d'avoir un bilan qui est un peu plus joli, avec tous les guillemets qui vont autour, et qui permettent de continuer de mettre de la dette senior à des niveaux de prix relativement plus faibles. Et donc, en revanche, évidemment, cet avantage majeur bilanciel, il est payé un peu plus. Et globalement, le différentiel de rémunération entre une obligation senior et un emprunt hybride pour la même signature, il est globalement aujourd'hui entre 1,30 et 1,50 de plus. Voilà. Donc, comme nous, finalement, un des sujets très importants que l'on regarde, c'est de se dire, est-ce que telle ou telle boîte va faire défaut? Quand vous avez des maisons mères investment grade, hors escroquerie ou autre chose, le défaut n'est pas un sujet, et donc on préfère aller sur les papiers hybrides, certes un peu plus volatiles, mais dans lesquels le défaut n'est pas un sujet, et ça nous convient très bien pour acheter plus de rémunération et plus de rendement, avec un niveau de sécurité qui nous semble aujourd'hui très très important. Et puis enfin, des titres un peu plus défensifs qui ont bénéficié de ce bazooka de la BCE et de tous ces flux, donc des Forestia, des Free, enfin voilà, avec des secteurs divers et variés. Et donc toute cette différenciation aujourd'hui et toute cette diversification nous permet de bien travailler et d'avoir des très bons niveaux de rendement. Alors on revient sur ce que disait Blaise tout à l'heure sur Euro Stratégique. Donc depuis 10 ans, la perf annualisée c'est 3%, net de frais, donc on est content. Le pitch du départ, c'était de dire on va essayer de faire 1% de mieux qu'un fonds en euros sur la durée. C'est ce qu'on a fait et au bout du compte ça continue comme ça, et tant mieux, avec un compétiteur fonds en euros qui continue effectivement de se déliter pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît. Alors évidemment, Euro Stratégique, il a connu un drawdown important l'année dernière. Alors c'est pareil, on parlait comment on gagne de l'argent sur les obliques tout à l'heure avec le coupon et le capital. Comment on perd de l'argent sur les obliques, ou en tout cas, comment on a un manque à gagner à un moment donné à court terme sur les obliques. De deux manières. Soit vous avez des défauts, donc des emprunts qui ne vont pas à échéance et au bout du compte, là vous perdez de façon sèche une partie du capital que vous avez investi, soit par la liquidité. Donc, sur la période qu'on a vécue là en 2020, on a eu 0 défaut, donc très bien, on est content. En revanche, ça n'a pas empêché le fonds de baisser de façon significative en termes de valeur liquidative parce que la liquidité n'était plus là et parce que beaucoup de gros acteurs ont dû vendre des positions qui étaient très leveragées avec beaucoup d'actifs. Et donc, voilà, ça crée des trous d'air importants, mais on s'aperçoit que ce trou d'air, il est remonté très rapidement parce qu'aujourd'hui, tant que les boîtes ne font pas défaut, ce qui expliquait très justement Blaise tout à l'heure sur le préambule de l'introduction, de dire, voilà, le portage a cette vertu, c'est que s'il n'y a pas de défaut, bien évidemment, vous récupérez votre capital à l'échéance et in fine, vous récupérez aussi en termes de drawdown ce que vous avez, entre guillemets, pas perdu, mais le manque à gagner que vous avez eu à un instant. Et après, je le répète bien évidemment à chaque fois à l'occasion des nombreux meetings qu'on peut avoir avec nos partenaires, mais le bon moment pour se positionner, quelle que soit d'ailleurs la classe d'actifs, c'est toujours dans des environnements perturbés. Et c'est vrai que sur l'obligataire, c'est particulièrement vrai. Et surtout, ça se matérialise beaucoup plus facilement pour un client final parce qu'en fait, vous avez un taux de rendement que vous pouvez présenter à un client. Et forcément, dans ces phases de marché plus perturbées, les taux de rendement sont beaucoup plus élevés. Et ce sont des timings particulièrement opportuns pour rentrer sur les marchés. Et les partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous connaissent depuis longtemps et compris des positions au printemps dernier, ont réalisé un niveau de performance qui est assez extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours profiter de ces à-coups de marché pour recharger vous aussi. On le verra tout à l'heure sur Eurocrédit Opportunité, ça a été effectivement assez violent. Alors, la photographie du portefeuille à fin juin, une sensibilité relativement faible, autour d'un 90, donc ça sous-entend bien que voilà, on est plutôt prudent aujourd'hui. Vous voyez, alors on a mis les 10 premières lignes, c'est ce qui est intéressant dans ce graphe des 10 premières lignes. Alors je fronce les yeux même avec mes lunettes, c'est que voilà, il y a une granularité importante du portefeuille. Aujourd'hui, globalement, on a 80 lignes à l'intérieur, donc 80 émetteurs différents.
Donc là, vous voyez les noms des sociétés, hein, c'est que les boîtes que vous connaissez, du Suez, du Vodafone, du Gaz Natural, du Enel, du Bolloré, du Telefonica, donc que des jolies sociétés. Donc on est très confortable sur le portefeuille d'euros stratégiques qui aujourd'hui répond vraiment à cette notion de et ceinture et bretelles et droit aller au fonds en euros qu'on va continuer de marketer et qui, je pense, peut avoir beaucoup de sens pour les clients finaux. Alors pour Eurocrédit Opportunité, évidemment, on a un fonds sur lequel il s'est passé beaucoup plus de choses, dans lequel on garde les mêmes métriques, hein, donc un fonds 100% d'obligations émises en euros, ça change pas, toujours pas de choses complexes à l'intérieur, et un vrai fonds de sélection de dossiers, et un fonds, quand on dit sans a priori, je rajouterais même pas dogmatique, dans lequel on a une gestion qui est plus active, mais ce qui est surtout, et je pense que c'est le point le plus important, qui est très discipliné. C'est-à-dire que c'est pas au doigt mouillé de dire bon bah je vais arbitrer la Peugeot 2023 pour acheter la Peugeot 2024 parce que ça me semble pas mal. Non, c'est ultra discipliné. Tout ça est vraiment sous contrôle, avec un contrôle des risques qui est très important et un couple rendement-risque qui nous semble aujourd'hui assez important à partir du moment où nous on n'envisage pas et on ne voit pas de taux de défaut qui pourrait exploser, contrairement à ce que beaucoup ont voulu dire aussi l'année dernière au moment de la crise. On voit que les boîtes globalement, elles ont fait en 12-18 mois le travail comptable de 5 années. Elles se sont bien restructurées, elles ont renégocié leurs dettes, elles ont renégocié leurs covenants, enfin leur garantie bancaire. Enfin, elles ont fait du très très bon travail qui permet aujourd'hui d'avoir une visibilité pour nous qui nous semble relativement confortable sur ce type de véhicule en termes de risque et en termes d'actifs. Voilà, alors il y a 3 piliers sur Euro stratégique, il y en a 4 sur Eurocrédit Opportunité. On va retrouver des choses qu'on connaît, hein, avec des titres défensifs du type Neopost, Gazprom pour aller chercher du rendement. Des titres qui permettent dans des situations spéciales, on aime bien ces situations spéciales qui sont de dire quelle est la recovery que ces boîtes vont avoir. On voit l'obligation casino qui retrouve des couleurs de façon très très importante. Hurtigruten, je vais pas passer 2 heures, mais c'est peut-être le seul nom que vous connaissez pas sur ce slide. C'est un croisiériste de très grand luxe qui fait des croisières très très luxueuses et évidemment qui fonctionne très bien et sur lequel il y a une visibilité assez incroyable avec une boîte qu'on connaît par cœur et vraiment sur lequel Kevin et Jacques ont fait un super boulot. Et puis après, on va essayer évidemment d'optimiser au max le couple rendement-risque, hein, avec des boîtes de stratégie de valeur relative, donc du Loxam, du SFR, du Banijay, qui est une boîte dans l'audiovisuel. Et au bout du compte, on va essayer de travailler aussi sur certaines thématiques de marché, avec comment va se passer le monde après Covid et ainsi de suite. Et donc globalement, un sujet sur lequel et un fonds sur lequel on est très bien dans le basket aujourd'hui. Bah, pour aller dans le sens de ce que disait Blaise tout à l'heure, hein, pour ceux qui nous ont fait confiance à ce moment-là, l'année dernière, pendant le creux de marché, la perf d'Eurocrédit Opportunité a été de l'ordre de quasi 30% sur un fonds obligataire. C'est assez incroyable sur un fonds simple en plus. Hein. Et quand on regarde versus ses indices de référence, c'est assez remarquable. Et surtout, il se classe très bien dans sa catégorie, qui est une énorme catégorie depuis un an. Donc, on a bien travaillé et donc on est très content et on va le dire encore plus fort parce que quand on travaille bien, il faut le dire. Et bravo à Jacques et Kevin, ils ont fait un super boulot et ils continuent de le faire. Et donc, vous pouvez leur faire confiance et surtout, ne tremblez pas quand vous allez appuyer sur le bouton pour déclencher un arbitrage sur ces 2 fonds-là. Vous pouvez y aller. C'est pas ceinture et bretelles, mais en tout cas, vous serez assez tranquille et vous allez avoir des gens qui sont de très bonne qualité et qui sont très bien faire le travail. Pareil sur la photographie d'Eurocrédit Opportunité, une sensibilité plus faible que sur Euro stratégique, vous voyez. Donc, de nouveau, quelque chose qui est plutôt prudent, avec des obligues, avec des durées de vie inférieures à 2025 pour la plupart. Un fonds qui est évidemment plutôt à yield, hein, parce que c'est là où on va chercher de la richesse et de la valeur, mais avec une sensibilité. Et pareil, là, il y a entre 80 et 90 émetteurs à l'intérieur du portefeuille, donc une très grande granularité, voilà, avec cette ventilation par thématique qui nous va aussi très bien, qui permettent de nous apporter beaucoup de visibilité. Pour conclure, on a beaucoup déjà parlé, enfin j'ai beaucoup parlé déjà. Aujourd'hui, on voit que notre positionnement il est plutôt défensif. Donc, ça veut dire que pour ceux qui vont rentrer aujourd'hui, voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Il nous semble qu'il y aura quelques creux de marché. Alors, quand on parle de creux de marché sur les obligues, on ne parle pas en dizaines de pourcents. Hein. Évidemment, on parle en quelques petits pourcentages. Mais in fine, on saura le faire, on saura anticiper et on saura en tout cas accompagner cette hausse de taux. On l'a montré par le passé et on va continuer de le faire de la même manière. C'est vrai que la duration courte, c'est un sujet qui est important pour nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a une bonne vision des choses. Souvent chez Sony, on vous l'a souvent dit, mais cette notion de manque à gagner, elle est importante. Accepter un manque à gagner à court terme, c'est vraiment pas grave si on se positionne sur des horizons plus longs, pardon. Et puis, le portefeuille futur, il est prêt. Hein. C'est-à-dire que les cibles sur lesquelles on a envie de se positionner, elles sont déjà identifiées. Donc, c'est juste une histoire de market timing pour nous et d'optimiser au max parce que
quand même, sur ces fonds obligataires, c'est un métier de centimier, c'est de ça dont on parle. On va chercher la perf centime par centime. Voilà, donc on l'a bien fait historiquement, on va continuer de bien le faire là. Et donc on a une vraie capacité aujourd'hui à réinvestir si toutefois il y avait des creux de marché. Et au bout du compte, s'il n'y a pas de creux de marché, on continue de travailler avec les coupons, qui nous permet aussi d'être un moteur de rendement qui fonctionne jour après jour. Je vous rappelle, le coupon, c'est un 365e par jour, c'est biblique, c'est assez simple les obliques, c'est toujours très mathématique. Pour finir, je crois, une petite vision un peu globale du reste de ce qu'on a plutôt pas trop mal fait chez Sony. Donc, notre gestion crédit, on vient d'en parler longuement avec des perfs de qualité, un positionnement en termes de classement qui est plutôt très confortable. Je vais vous parler, moi, des 2 fonds actions. Je laisserai Blaise faire un petit point rapide sur Sony Patrimoine 2.0, qui est une vraie nouveauté chez Sony depuis maintenant quelques mois. On a repositionné notre gestion action sur Sony Manager, que certains d'entre vous connaissent, et sur Sony Recovery, qui est un nouveau fonds qu'on a créé au mois de décembre de l'année dernière. Bon, Manager, c'est un fonds éligible au PEA et également PEA-PME. Donc, on a une nouvelle équipe de gestion qui est arrivée au mois de juin de l'année dernière. Ils ont fait un travail remarquable parce que la perte 2020, elle est très bonne. On a bien travaillé, on a gagné 25% l'année dernière sur un indice de structure oblique qui a fait 0. Donc, battre son indice de 25%, c'est pas tous les jours, honnêtement. C'est un gros décalage de perf, donc c'est très bien. Depuis le début de l'année, on doit être entre 16,5 et 17, là où on se parle. Donc, c'est de nouveau un très bon travail. Et le combo 2020-2021 sur cette classe d'actifs vous met tout en tête. Je vais dire en tête des classements, pas tout en tête, on est deuxième, mais bon, voilà, sur le podium, c'est quand même plutôt très bien. Et on a vraiment un garçon formidable aux manettes de la gestion d'action chez nous. À l'occasion, quand on fera un webinaire sur les actions, vous venez de découvrir, c'est assez formidable ce qu'il a réalisé. Et donc, on a créé un fonds de recovery. Alors, vous voyez, la recovery, on en parlait déjà tout à l'heure sur les obligues, mais c'est une thématique qui nous va bien. C'est-à-dire essayer de trouver, et c'est la vie des marchés, en fait. C'est-à-dire que des boîtes qui doivent se restructurer, se réinventer parce qu'un nouveau business model, parce qu'un nouveau concurrent, parce qu'une nouvelle techno, parce qu'un nouveau métier, parce qu'une pandémie, peu importe. Voilà, c'est la vie des affaires, ça, et c'est la vie des marchés financiers. Donc, des boîtes qui doivent se restructurer, qui doivent se réinventer. Et quand on a trouvé finalement ces boîtes de qualité qui savent se réinventer, se redimensionner sur un nouveau business model ou sur un ancien business model en se concentrant sur ce qu'ils ont très bien fait historiquement, ça génère souvent des niveaux de marge très sexy à un moment donné. Ça retrouve les valeurs, l'intérêt des acteurs en bourse et ça permet effectivement de générer des bons niveaux de performance. Donc, globalement, sur Recovery, on a aussi très bien travaillé. Donc, Manager et Recovery, ça a été une super success story pour l'instant. On espère que ça va continuer. Donc, pour ceux qui ont envie de faire des actions, regardez ça de très près. Honnêtement, ça a beaucoup de sens. Blaise, je te laisse faire le petit pitch rapide sur Patrimoine 2.0 et je ferai une légère conclusion et on n'aura presque pas dépassé. Alors, Patrimoine 2.0 qui, en fait, est la transformation d'un ancien fonds convertible, voilà, dont on a gardé la coquille parce qu'il était déjà bien référencé chez nos partenaires compagnies d'assurance et plateformes, et qu'on a tout au long de l'année 2019 modifié dans ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un fonds patrimonial moderne. C'est pour ça qu'on l'a appelé Sony Patrimoine 2.0. Qui est piloté par un gérant qui apporte beaucoup à l'équipe, qui est Étienne de Marsac, qui est probablement le seul gérant en France ayant un passé banque centrale. Voilà, puisque c'est un gérant qui, au-delà de son expertise gestion hedge fund pendant une vingtaine d'années, a travaillé également en univers banque centrale pendant plusieurs années. Et tout ça nous permet également d'ajouter une brique macroéconomique plus robuste à la gestion, par une excellente connaissance de cet univers banque centrale qui est une connaissance clé finalement pour arriver à bien décrypter l'univers de marché dans lequel on navigue déjà depuis plusieurs années et qui nous a d'ailleurs permis l'an dernier d'avoir cette vision très en amont de beaucoup de maisons de gestion, une vision qui était très boule, à la fois sur cette pérennité d'univers de dette qui faisait peur à tout le monde, et puis très boule au travers également d'une très bonne analyse du sujet des vaccins qui nous a permis d'être extrêmement confiants dès l'été dernier sur les actifs risqués. Et ce fonds patrimonial, il est très différent de l'univers des fonds patrimoniaux traditionnels que vous connaissez, qui sont plutôt des fonds long only qui vont mixer des actions et des obligations. Et c'est vrai que le constat qu'on a dressé chez Sony il y a déjà quelques années, qui nous a conduit à développer cette gestion, c'est un constat d'un effondrement des principes de diversification, c'est-à-dire que
diversifier et protéger un risque action avec des taux, des positions sur les taux, ce qui était traditionnellement fait dans les fonds patrimoniaux. On achetait des obligues pour couvrir un risque action. Tout ça, malheureusement, ne fonctionne plus aujourd'hui pour tout un tas de raisons qui sont liées à l'univers réglementaire, à la liquidité. Et donc, ce qu'on développe dans Sony Patrimoine 2.0, c'est non pas une gestion par classe d'actifs qui, selon nous, ne fonctionne plus, mais une gestion par thème d'investissement. Et ces thèmes d'investissement, il faut ensuite pouvoir les déployer sur un univers de classes d'actifs relativement large, que sont les taux, le crédit, les actions, les matières premières. Et sur tous ces actifs, il faut pouvoir adopter des stratégies modernes, qui sont des stratégies qui passent par l'utilisation d'instruments relativement techniques, que maîtrise parfaitement le gérant et que ne maîtrisent pas toutes les maisons de gestion. C'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez singulier. Et donc, il faut pouvoir être en position parfois directionnelle longue, mais également short parfois, savoir déployer des stratégies de valeur relative, des stratégies long-short. Et c'est tout le savoir-faire qui est implémenté dans ce fonds, qui fonctionne très bien, qui a très bien joué son rôle l'année dernière de limiter le drawdown par rapport à des stratégies plus directionnelles, et puis qui a capté tous les thèmes de performance depuis une dizaine de mois et qui fait un très beau parcours depuis le début de l'année, puisqu'on est autour de 7%. Donc voilà, une gestion patrimoniale très moderne à placer au cœur de ces allocations d'actifs. Oui, pour conclure sur ce point-là et conclure de façon globale, alors pour ceux qui me connaissent bien, il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe en disant mais Christophe, ça fait 25 ans que tu fais ça. Moi, je vais être un peu rude, on disait tout à l'heure que parfois ça va être rude. Je déteste les fonds diversifiés et flexibles patrimoniaux. C'est mon cauchemar. Voilà. Je comprends pas, c'est 25 ans que je fais ça. C'est toujours déceptif. J'ai tout le temps entendu les gens chouiner en disant ah oui mais je comprends pas. Alors en 2018 ah oui ben alors là c'est pas de ma faute. Et toutes les maisons de gestion qui gèrent ce type de véhicule d'investissement, alors on en fait partie maintenant. Donc je vais pas plus modérer mon discours, mais au bout du compte de dire ah oui mais là tu comprends parce que toutes les classes d'actifs étaient corrélées entre elles. C'est inaudible ce discours. C'est inaudible. Alors moi j'ai tout le temps détesté ça, mais in fine ça fait 25 ans que j'ai tort. Alors pourquoi j'ai tort depuis 25 ans? Parce que quand je regarde, et là je vais mettre ma casquette d'entrepreneur, quand je regarde les classements de collecte des assureurs depuis 10 ans et que je vois tous ces fonds diversifiés, flexibles, patrimoniaux qui font papa-maman mais qui au bout du compte sont à chaque fois déceptifs, je dis bon, j'ai tout faux, j'ai eu tort, donc moi je vais faire pareil. Voilà. Je vais en créer un qui s'appelle Patrimoine. Alors évidemment, quand on crée un truc chez Sony pour faire comme les autres, on est un peu cabot, donc on essaye de faire des choses un peu différentes et Blaise l'a très bien expliqué. Et la différence chez nous, elle passe toujours par la même chose en fait. Dans une société de gestion indépendante, si c'est pour faire un énième fonds patrimonial, ça ne sert à rien. Mais le fait d'avoir un gérant banque centrale, ce n'est pas un détail. Parce qu'au bout du compte, quand Blaise m'a convaincu de dire bon, allez, il faut qu'on ait ce type de gestion-là, parce que nous, je suis sûr qu'on peut faire un peu différemment des autres. Voilà, et donc j'y ai cru, mais j'y ai cru à une condition qu'on y mette en place des choses très différentes. Un gérant banque centrale, c'est très différent, c'est très différenciant, et ça, pour le coup, tout le monde ne l'a pas. Et donc, c'est une vraie valeur ajoutée sur laquelle on a beaucoup capitalisé, parce qu'aujourd'hui, l'acteur principal sur l'ensemble des marchés financiers, depuis toutes ces dernières années et sur les prochaines années, ce sera les banques centrales. C'est une évidence absolue. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, avec quelqu'un qui comprend bien ces mécanismes, c'est très important. Et deuxième point aussi, un élément que Blaise n'a pas évoqué, mais qui me semble essentiel sur ce type de véhicule d'investissement pour pas que ce soit déceptif, des outils de contrôle des risques qui sont des outils ultra modernes qui n'existent pas ou peu dans l'univers de l'asset management, mais plus dans l'univers bancaire, qui sont des outils de contrôle des risques de max drawdown du fonds pour essayer de piloter finalement à tout moment, savoir quelle serait la baisse maximale du fonds dans des conditions de marché effroyables, type Lehman, type la Grèce, type le Covid. Et ces outils de contrôle des risques permettent d'avoir une visibilité très claire. Tous les jours, on sait le max drawdown du fonds, que le fonds peut avoir si on se retrouve dans une période totalement apocalyptique. Voilà. Et hier, le max drawdown du fonds potentiel pour celui qui aurait souscrit hier était de 1,70% sur une journée. Voilà. Donc ça, c'est un pilotage aussi très important parce que ça me semblait aussi important de pouvoir dire c'est bien d'avoir quelqu'un de nouveau, d'utiliser des outils modernes, c'est super, mais il faut que le pilotage des risques, ils soient en corrélation avec cette modernité. Et aujourd'hui, on a déployé des outils en interne qui permettent de faire ça très bien avec des acteurs extérieurs qui nous ont beaucoup aidés. On a dépensé beaucoup d'argent, mais in fine, si on veut faire un truc bien, je pense qu'il faut investir un petit peu. Et là, on a beaucoup investi et les résultats, pour l'instant, sont à la hauteur. Et on s'aperçoit que c'est un fonds sur lequel on a collecté pas mal d'argent depuis le début de l'année, comme quoi j'ai eu tort d'avoir tort, mais moi j'espère que je vais avoir raison sur les 10 prochaines années et que vous nous ferez confiance sur ce type de véhicule d'investissement. Quand je vois ce qui a été souscrit par ailleurs, sans être trop dur, honnêtement, je vois pas comment on pourrait pas
se tailler un bout du gâteau, parce que finalement, le gâteau n'a pas été forcément si bon ailleurs non plus. Donc, honnêtement, le pâtissier chez nous, il n'est pas si mal et il connaît bien ce qu'il faut faire pour donner un peu de goût à tout ça. Donc, on espère que vous apprécierez ce joli goût de ce joli gâteau. Voilà. Donc, c'était pour conclure. C'était le petit coup de griffe de la fin. Merci beaucoup. Je crois que j'ai plus de slides. Je ne voudrais pas faire de bêtises, mais voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Passez tous un bon week-end et puis évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Blaise et moi, on fera un plaisir d'y répondre. Voilà. N'hésitez pas. Merci à vous tous. Et bon week-end.